édition du Chaudron et cette deuxième conférence qui se tient à Toulon autour de la thématique du sauvage. Donc nous recevons aujourd'hui Marin Schaffner, ethnologue, grand voyageur, écologiste engagé, surengagé même je dirais, radical, vous allez voir, assez radical, qui va nous parler de rétro-innovation. Je vous rappelle que le WooClap est ouvert et que vous pouvez, pendant la conférence, poser vos questions. On organise un petit moment d'échange à la fin de la conférence avec Marin, voilà, qui va pouvoir répondre à vos questions si vous en avez. Donc Marin, je te laisse la parole. Bienvenue. Merci beaucoup. Je viens une petite bouteille d'eau, ce sera fait. Merci. Alors bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je suis très content de mettre les pieds pour la première fois dans cette belle école Camondo de Toulon. Moi j'interviens assez régulièrement, enfin de manière ponctuelle, mais depuis 3 ou 4 ans à Camondo Paris, surtout dans le cours Espace pour demain, où je viens pour parler d'écologie et parler un peu de pédagogie et d'apprentissage aussi. Et donc voilà, je suis content de participer à cette édition du Chaudron et à essayer de triturer un petit peu avec vous cette question du sauvage, qui est une question épineuse et problématique. Vous l'avez bien entendu pendant la première conférence de Virginie Maris. Donc moi, je voudrais essayer de parler de rétro-innovation, qui est un terme qui surtout interpelle, je pense, en premier lieu, c'est à ça qu'il sert, parce que quand on dit innovation, on a tendance à penser qu'il faudrait inventer des choses nouvelles. Or, pourtant, on va le voir ensemble, mais il y a des tas de choses qui existent déjà, et certaines même qui datent depuis de très longues années, voire même des millénaires, qui aujourd'hui feraient office d'innovation, étant donné les temps bouleversés, comme je les appelle dans lesquels on vit, mais cette question de où on en est de la crise écologique et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour innover. Donc de façon extrêmement rapide, je voudrais juste me présenter un petit peu, mais parce que ça permet de faire un cadrage aussi. Moi, l'année dernière, j'ai réalisé un livre d'entretien qui s'appelle Un sol commun, qui fait un peu le tour de l'évolution des pensées de l'écologie en France au cours de ces 10 dernières années, avec des philosophes, des anthropologues, des sociologues, aussi des journalistes, des militants, des agroécologues, enfin voilà, tout un panel de personnes, pour dire que voilà, notamment, enfin vous le voyez, si on aborde aujourd'hui la question du sauvage, c'est bien que c'est une problématique actuelle. L'écologie, on le voit, elle se répand de plein de manières différentes. Mais malheureusement, enfin ou heureusement d'ailleurs, mais il y a la nécessité de faire le tri et de savoir exactement de quoi on parle quand on parle d'écologie. Et donc ça m'amène à une autre partie de mon travail, mais je suis aussi traducteur, et j'ai notamment traduit ces textes de l'éco-anarchiste américain Murray Bookchin, qui lui met vraiment en lien les questions de justice sociale et de justice écologique, qui du coup s'oppose vraiment à la notion de développement durable, mais à cette idée que si on veut vraiment parler d'écologie, on doit parler de soins des relations pour les non-humains, mais aussi entre êtres humains, pardon, et que donc la domination de la nature et la domination entre êtres humains, elle est corollaire, et que si on veut arrêter la domination sur la nature, il va falloir arrêter d'abord la domination entre êtres humains, sinon ça risque d'être quand même compliqué. Je pose ce cadre volontairement pour vous montrer aussi là où j'essaye d'emmener le débat et la question sur le sauvage. Et dernière petite chose, je suis aussi co-directeur de collection, donc toujours avec les éditions Wild Project, de cette petite bibliothèque d'écologie populaire, donc c'est des livres de poche. Et celui qui m'intéresse tout spécialement, c'est celui de gauche, vers des humanités écologiques. Et Deborah Birdrose est une ethnologue qui a passé sa vie à travailler avec les aborigènes en Australie. Et elle s'intéresse tout particulièrement à une notion autour de laquelle j'aimerais qu'on réfléchisse aujourd'hui ensemble, qui est celle des savoirs écologiques autochtones. L'idée que, enfin pas l'idée, en fait, la vérité, là, on a des tas de preuves partout sur la planète, qu'il y a dans les populations autochtones, c'est-à-dire dans tous les peuples qui vivent partout sur la planète de façon non occidentale et non capitaliste, il y a des tas et des tas de savoirs écologiques qui sont présents et qui relèvent en fait de l'ordre de l'innovation, parce qu'ils permettent à des communautés humaines de bien vivre avec des moyens extrêmement réduits. Donc tout ça m'amène dans un premier temps à questionner, je vais le faire assez vite parce que je pense que ça a déjà été pas mal fait dans la conférence précédente, mais à questionner ce mot de sauvage qui est forcément problématique, vous l'avez bien vu. Moi, la seule chose qui m'intéresse là-dedans, c'est vraiment l'idée qu'il y a besoin de s'accorder avec le sauvage, c'est-à-dire de s'accorder à la fois sur une définition. C'est toujours important de bien le définir au début pour être sûr qu'on parle de la même chose. Je pense que ça, Virginie Maris, elle l'a très bien fait, donc je ne reviens pas trop dessus. Ouais, donc la forêt, la demeure et la distinction nature-culture. Mais s'accorder avec le sauvage, c'est aussi peut-être se brancher sur une fréquence, s'accorder dans le sens musical. C'est qu'en fait, le sauvage, je pense que c'est important de ne pas le penser uniquement depuis des perspectives occidentales, depuis ici, nous et nos sociétés
blanche, capitaliste depuis très longtemps, c'est que le sauvage, ça renvoie aussi à des choses qui sont indomptables et indomptées, et des choses qui sont du coup en dehors du cadre rationnel dans lequel on a l'habitude de penser. Très rapidement, l'écologie, elle, en tant que telle, en tant que science, elle a un peu évacué la question du sauvage parce qu'elle est problématique et très politisée en parlant de deux choses. Premièrement, la symbiose, c'est-à-dire l'idée des coévolutions. Donc en fait, il n'y a que des coévolutions et c'est ça qui est le plus important que ce qui serait sauvage, c'est-à-dire de la nature ou de la culture. Ce qui compte surtout, c'est le fait que tous les êtres vivants, humains, animaux, végétaux, etc., enfin bactéries et tout, ont coévolué depuis toujours sur la planète et que donc il n'y a que des ensembles coévolutifs. Ce qui amène à l'autre enjeu que Virginie Maris a évoqué aussi, mais qui est l'idée du coup de la libre évolution, c'est-à-dire que plus que de sauvage en tant que tel, qui est un terme très chargé politiquement, ce qui compte c'est la libre évolution et du coup de pouvoir laisser la place au vivant d'évoluer comme bon lui semble, mais c'est-à-dire de façon complexe et coévolutive. De ce point de vue-là, voilà, il y a deux grands enjeux aujourd'hui. Pareil, je vais vite volontairement parce que Virginie Maris en a parlé. C'est la 6e extinction, c'est-à-dire l'extinction massive d'un nombre incalculable d'espèces qui s'accélère et qui s'accélère. Et de l'autre, la question du réensauvagement, c'est-à-dire que partout où il y a de la déprise, on voit qu'il y a des espèces animales et végétales qui reviennent, mais aussi un réensauvagement volontaire qui est plus de l'ordre de la protection de la nature. Et ces deux enjeux, vous voyez bien qu'ils sont complexes, ils sont entremêlés, c'est qu'à la fois on a une réduction massive de l'ensemble de la diversité des êtres vivants sur Terre, et que tout en même temps, partout où on laisse de la place aux vivants, on se rend compte qu'il reprend à une vitesse folle. Donc ça nous pose une vraie question sur ce que c'est que le sauvage, et surtout véritablement sur qui sont les sauvages. Est-ce que finalement ce ne sont pas nous les sauvages dans le sens historique du terme, c'est-à-dire que c'est nous qui sommes en train en fait d'agir avec barbarie, d'agir de manière non civilisée. Du coup, je voudrais pour cela m'appuyer sur un grand monsieur, Claude Lévi-Strauss, donc grand anthropologue français, qui en 1962 avait écrit ce superbe ouvrage qui s'appelle La pensée sauvage. La pensée sauvage, où en fait, lui, il essaye de s'intéresser au mode de raisonnement de ceux qu'on appelle les sauvages, donc en fait les autochtones. Il dit, comment est-ce que les autochtones pensent? Pourquoi est-ce qu'on dit que ce sont des sauvages? Et notamment, il a cette phrase qui est très très belle, il dit, il n'y a pas de civilisation primitive ni de civilisation évoluée, il n'y a que des réponses différentes à des problèmes fondamentaux et identiques. Non seulement les sauvages pensent, mais la pensée sauvage n'est pas inférieure à la nôtre et elle est fort complexe. Simplement, elle ne fonctionne pas comme la nôtre. La pensée occidentale est déterminée par l'intelligible, nous évacuons nos sensations pour manipuler des concepts. A l'inverse, la pensée sauvage calcule non pas avec des données abstraites, mais avec l'enseignement de l'expérience sensible, des odeurs, des textures, des couleurs, et dans les deux cas, l'homme s'emploie à déchiffrer l'univers, et la pensée sauvage, à sa manière, y parvient aussi bien que la pensée moderne. Qui est un prérequis fondamental, c'est-à-dire en fait, déjà, mettons-nous d'accord sur le fait que quand on dit sauvage, on ne met pas en place des jugements de valeur, on parle juste d'une autre manière d'appréhender le réel. Donc nous sommes à peu près accordés sur le sauvage, et je voudrais maintenant parler d'un autre pan très important de ce livre qui est La pensée sauvage de Claude Lévi-Strauss, c'est la question du bricolage. Il dit, finalement, en fait, la pensée sauvage, si on la compare à la science, elle fonctionne exactement comme le bricolage. C'est-à-dire que la science, elle met en place des lois qui sont des lois a priori, donc, qui sont d'ailleurs souvent théoriques, extraites de la réalité, pour les réappliquer à la réalité. Alors que le sauvage, lui, en général, la pensée sauvage, elle fonctionne en s'appuyant sur un ensemble de choses existantes à portée de main et l'idée de faire avec, de bricoler. Voilà. Donc ce qui me paraît intéressant par rapport à ça, c'est notamment cette question de l'anthropocène. Bon, pareil, je pense que Virginie Maris a évoqué un peu les choses, mais cette idée qu'on serait aujourd'hui advenu dans une nouvelle ère géologique où ce serait l'homme qui serait en train de terraformer la planète, etc. C'est en partie vrai parce qu'on le voit dans les relevés géologiques, mais par ailleurs ça pose aussi des vraies questions politiques, et notamment celle de dire comment est-ce qu'on va répondre aux désastres qui nous attendent. Et de ce point de vue-là, la réponse qui est une réponse, la réponse on va dire mainstream, celle qui est apportée le plus généralement, c'est une réponse technologique, c'est une réponse technique qui continue à être une réponse occidentale, c'est ce qu'on appelle la géo-ingénierie. On dit ouais, maintenant on va faire des puits à carbone, on va inventer des machines qui vont permettre de limiter la fonte de la banquise, etc., etc. Mais qui est encore une réponse d'avancée technologique. Alors que peut-être que la question se pose de savoir s'il ne serait pas temps de se mettre à bricoler, de se mettre à faire avec l'existant, avec tout ce qu'on a déjà, en termes de matière extraite de la Terre, parce qu'en termes de minerais, de métaux, etc., on a déjà largement ce qu'il faut. En termes de pensée intellectuelle aussi, on n'a pas non plus besoin de vouloir chercher à nouveau, loin ailleurs, comme on l'a fait par exemple avec la conquête spatiale, des désirs qui sont finalement en fait pas très reliés aux réalités écologiques. Mais par contre, il y a plein de choses qui sont là, qui sont déjà présentes, et qu'on peut appeler pensée du bricolage.
Et donc Lévi-Strauss, lui, il dit que ce qui est vraiment intéressant avec la pensée sauvage, cette pensée du bricolage, c'est que finalement, elle est tout aussi valide que la science, mais que par contre, ce qui est très différent, c'est qu'elle implique un mode de relation avec le monde et avec l'environnement qui est totalement différent. Parce que du coup, on fait avec. Ça veut dire qu'on prend en charge ce qu'il y a là, et non pas venir de l'extérieur avec un projet, mais partir de l'intérieur pour essayer de mieux le comprendre, de répondre à une problématique complexe. Du coup, moi, je vais parler pendant toute cette conférence de savoirs autochtones. Je voulais quand même rappeler rapidement qu'il y a différentes manières de les appeler. Donc, on peut parler de savoirs populaires. C'est peut-être la manière la plus basique de le dire et qui, du coup, ne distingue pas différentes cultures. On dit souvent, vous en parlez en architecture et en design, de savoirs vernaculaires ou de construction vernaculaire. Donc ça, c'est qu'elles sont propres à un territoire. Mais après, il y a une version plus politisée de la chose qui est la question indigène et la question autochtone. Les deux termes se valent à peu près. Indigène, ça vient de indien, puis autochtone, c'est autochtonos, du grec auto, soi, et toktonos, la terre. Donc c'est celui qui habite la terre sur laquelle il a grandi, on va dire. On y reviendra à la fin, mais du coup, on est toutes et tous potentiellement des autochtones. Après, c'est le mode de vie qui détermine si on l'est ou pas, et si on devient hors sol. Et du coup, la question de la rétro-innovation, pour moi, c'est vraiment une manière de rentrer dans cette intelligence de la pensée sauvage, et d'essayer de vous montrer des exemples un peu concrets de ce qu'on peut appeler du design indigène ou du design autochtone, enfin de l'architecture et du design indigène et autochtone, et de réfléchir ensemble du coup à ce qu'innover veut vraiment dire. Donc très rapidement, innover et inventer, c'est pas exactement la même chose quand même. L'invention, elle vient de l'extérieur, elle arrive de l'extérieur dans un ensemble de choses données, alors que l'innovation, elle, comme son nom l'indique, elle crée du nouveau depuis l'intérieur. C'est innover, depuis l'intérieur. Donc en fait, c'est beaucoup plus une question de renouvellement que vraiment d'invention. Et donc, Wikipédia nous dit recherche d'amélioration de l'existant et solution à des problèmes complexes. Donc recherche d'amélioration de l'existant, c'est-à-dire que vraiment on part d'un contexte initial. Et de ce point de vue-là, on voit que le système dans lequel on vit a quand même pas mal transformé la notion d'innovation, et qu'en fait, quand on entend innovation, on entend forcément innovation technique ou innovation technologique, mais qu'en réalité, le mot innovation n'a pas du tout besoin de se rattacher à des questions de progrès, à des questions de transition, à des questions de développement durable. L'innovation, c'est vraiment face à une situation complexe, face à laquelle on n'a pas la réponse, comment est-ce qu'on trouve une solution? Et c'est juste ça, donc c'est pas du tout forcément quelque chose qui doit être pris dans les raies du défilé capitaliste. Et ce que j'aime bien avec la définition d'innovation, c'est que c'est trouver des solutions à des problèmes complexes. Or, nous, indéniablement, les problèmes auxquels on est en train de faire face, le réchauffement climatique, la fonte des glaces, la disparition des espèces, c'est des problèmes complexes qu'on a vraiment du mal à appréhender. Et il n'est pas du tout certain qu'on puisse y avoir des réponses qui soient des réponses totalement satisfaisantes, des réponses uniques, des solutions techniques qui résoudraient le problème comme ça d'un tour de doigt de façon magique. Par contre, peut-être qu'on peut bricoler. Peut-être qu'on peut bricoler, et de ce point de vue-là, notamment, l'écologie ces dernières années a amené pas mal de chamboulements dans l'idée qu'on se fait de l'innovation. Alors maintenant, on parle très vite d'innovation verte, de développement durable, etc. Moi, c'est pas exactement ça dont je vais parler, mais plutôt d'essayer de réfléchir à ce qu'on pourrait véritablement appeler des innovations écologiques, c'est-à-dire des innovations qui véritablement viendraient s'accoler à des réalités existantes et prendraient soin des relations, ne viendraient pas détruire les milieux ambiants. Donc voilà, c'est des choses que vous connaissez quand même un petit peu, je pense, mais les questions d'écosystème, de milieu, de symbiose, qui à chaque fois insistent bien sur cette question des relations et des interdépendances, donc qui vraiment parle aussi de la question du soin avec laquelle on vient apporter des innovations à l'intérieur d'un milieu. Il y a cette expression qui est assez intéressante d'innovation frugale que j'aime bien. Donc l'innovation frugale, du coup, je vous en donne la définition. C'est une démarche qui consiste à répondre à un besoin de la manière la plus simple et efficace possible en utilisant un minimum de moyens. L'innovation frugale, du coup, c'est essayer de faire mieux avec moins. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même de plus en plus utilisé par les grandes entreprises capitalistes néolibérales. Mais à la base, c'est un terme qui vient de l'hindi et du bengali, et c'est le terme jugad. Et jugad, vraiment, l'innovation frugale, elle vient là parce qu'elle vient d'Inde. Et le jugad, historiquement, c'est vraiment c'est le bricolage. C'est quand, par exemple, on a le gonds de la porte qui tombe, la porte elle est cassée, ben, on fait un petit truc vite fait pour que la porte elle continue à tenir. Ça, c'est jugad. Et du coup, l'innovation frugale, c'est vraiment ça. Nous, on aurait tendance à dire, ah bah zut, la porte elle est cassée, on va aller chez Ikea acheter une autre porte ou chez Leroy Merlin. Oui, mais en fait, je dis ça de façon générique, c'est-à-dire que c'est la manière qu'on a de répondre aux problèmes généralement, alors qu'en fait, on peut tout à fait bricoler cette porte et qu'elle tienne, et on peut même faire mieux que juste la réparer de façon éphémère. On peut avoir une réparation qui soit une réparation qui dure longtemps.
De ce point de vue-là, il y a deux choses intéressantes que je voulais évoquer, c'est quand même la permaculture et le biomimétisme. Donc la permaculture, vous le savez toutes et tous, mais elle a été officiellement pensée, arrêtée, fondée dans les années 70 en Australie par Mollison et Holmgren, qui sont deux jardiniers et écologues. Et ce qui est intéressant avec la permaculture, c'est que c'est à la fois une agroécologie, ça veut dire qu'elle pense les relations entre les plantes, les interdépendances entre les plantes pour favoriser la pousse sans intrants chimiques. Mais en même temps, c'est aussi une éthique, et on parle beaucoup de design permaculturel. Holmgren, il avait fait des études de design et il parlait de design permaculturel. Et ce qui est intéressant pour moi avec la permaculture, c'est notamment cette idée que dans la société occidentale est revenue cette idée qui était quand même partie loin dans les marges, qu'on peut s'inspirer du vivant, s'inspirer de la forêt, s'inspirer des modes de fonctionnement de la nature pour faire notre jardin. Qu'on n'a pas besoin de mettre du Roundup ou du Monsanto. De la même manière, le biomimétisme, c'est s'inspirer des formes, des matières, des processus, des fonctionnements du vivant pour innover, donc pour créer du nouveau depuis l'intérieur, parce qu'en fait ça vient du vivant, c'est déjà là. C'est par exemple le velcro qui est la manière dont on s'accroche les pattes de certains lézards, c'est la forme de la toile d'araignée qui est une des structures les plus résistantes qui n'ait jamais été trouvée. L'être humain n'arrive pas à recréer la résistance de la toile d'araignée. Il y a ce truc, donc il y a un livre de Janine Benyus qui est intéressant sur ça, mais si on arrivait à créer une forme qui soit aussi solide que la toile d'araignée, proportionnellement, si on arrivait à la faire sur 1 mètre, elle pourrait arrêter un avion de chasse lancé à 1200 km/h sans casser. C'est-à-dire que la mouche, quand elle s'arrête sur la toile d'araignée, c'est la même vitesse que sinon on arrivait avec un filin, juste un ensemble de arrêter un avion de chasse. Donc ça voilà, c'est extraordinaire, c'est en fait comment est-ce que ça finalement ce n'est pas réussir à créer plus d'intelligence que ce que nous on arrive à trouver avec nos idées qui sont des idées hors sol. Pourquoi est-ce qu'on ne repart pas de l'intérieur pour avoir toutes ces idées-là, cet élargissement des imaginaires de ce que peut être l'innovation. Et ça pour moi ce qui est important c'est que ça permet vraiment de questionner le modèle occidental et donc surtout de ne pas faire retomber ces innovations comme la permaculture ou le biomimétisme à l'intérieur des cadres habituels du système dans lequel on fonctionne, scientifique, capitaliste, etc. Parce qu'en fait, lui, il va juste vouloir retrouver des solutions techniques et industrielles et non pas essayer de bricoler. Le capitalisme ne bricole pas vraiment, il cherche justement à mettre en place des flux qu'il peut très bien maîtriser. Et derrière cette réflexion-là, en fait, il y a aussi une réflexion sur quelque chose de nettement plus concret, c'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut aussi se coltiner la matière, on va dire. C'est la question de l'extractivisme. C'est qu'en fait, aujourd'hui, les réponses qu'on apporte, c'est des réponses de toujours plus, c'est-à-dire qu'on va toujours chercher plus de matière, produire plus d'objets finis et industriels, alors qu'en réalité, on a déjà sorti de cette planète et produit un nombre ahurissant, incalculable de choses qu'on pourrait réutiliser. On estime notamment aujourd'hui, par exemple, qu'il y a assez de jeans non achetés sur Terre mais produits pour habiller l'humanité pendant 400 ans, par exemple. En sachant que faire un jean, c'est 200 litres d'eau quand même. Mais voilà, donc je crois qu'il y a 400 milliards de jeans, un truc comme ça, qui ont été invendus mais qui circulent à l'échelle de la planète. Et voilà, on se dit, et en fait, c'est exactement vrai avec le minerai, c'est vrai avec toutes les pierres de construction. Enfin voilà, quand on détruit, on ne récupère jamais. En fait, il y a très peu de réemploi, etc. Donc là aussi, il y a je pense, tout un ensemble de choses à réinventer. Mais sans les faire retomber dans les logiques habituelles, parce que j'ai l'impression, on pourra en discuter après, que les logiques habituelles, elles nous empêchent de nous auto-organiser pour répondre à des problèmes. Elles nous invitent toujours à passer par des solutions déjà existantes, déjà décidées par d'autres. Du coup, je voudrais faire un petit point un petit peu rapide sur cette question des savoirs écologiques autochtones, et du coup de ce que j'appelais l'art de faire avec. Ce qui est vraiment intéressant avec les savoirs autochtones, qui du coup ont été reconnus en 92 à la Convention de Rio sur le climat et la biodiversité. Bon, ça c'est un peu un détail. Mais les savoirs autochtones du coup comprennent les connaissances, les savoir-faire et les philosophies développées par des sociétés ayant une longue histoire d'interaction avec leur environnement naturel. Donc on voit bien qu'on a à la fois des connaissances, c'est-à-dire connaissances pratiques, des savoir-faire, des manières de les mettre en action et des philosophies, du coup des manières de les penser. Donc c'est vraiment une pyramide comme vous pouvez la voir à droite. Ça relie l'individu à la terre en passant par le monde animal, le monde végétal, la société. Enfin, tout ça est très mélangé, c'est déjà profondément écologique. Et comme je vous disais tout à l'heure sur le bricolage, c'est toujours engagé dans la pratique.
Ce qu'il faut dire aussi, c'est que quand on dit une longue histoire d'interaction avec leur environnement naturel, qui est la manière un peu que l'Occident a de catégoriser les savoirs autochtones, de façon plus pragmatique, plus concrète, en fait, presque partout sur la planète, les peuples autochtones ont survécu alors qu'ils occupaient des régions qui étaient globalement assez inhospitalières. C'était des forêts très denses, c'était des montagnes, c'était des bords de rivières avec quand même très souvent la montée des eaux, des tsunamis, etc. La longue histoire des peuples autochtones, elle est quand même semée de plein d'embûches. Et donc, elles et eux, ils ont accumulé des compétences considérables en matière de changement climatique, en matière de prévention des risques, en matière de réponse intelligente à des problématiques qu'on ne peut pas gérer. C'est-à-dire qu'il faut faire avec, en fait. Par exemple, la mousson, quand la mousson elle arrive, on ne peut pas arrêter la mousson. Il faut faire avec la mousson. Et donc, c'est quoi la réponse autochtone? On va le voir juste après. C'est quoi les réponses autochtones à la mousson, par exemple? Voilà. Et puis peut-être, dernière chose quand même sur les savoirs écologiques autochtones, c'est que les communautés autochtones aujourd'hui, comme la 6e extinction des espèces, elles sont de moins en moins nombreuses. Les langues et les peuples autochtones sont en train de disparaître. On leur fait subir exactement le même sort qu'aux animaux sauvages. Et du coup, il y a une importance aussi, je crois, à bien regarder en face, à donner sa juste valeur à ces savoirs écologiques autochtones. Ça veut dire à pas les regarder de façon hiérarchique, mais à voir tout ce qu'ils peuvent nous apporter et comment est-ce qu'on aurait ou non quelques leçons d'humilité à recevoir de ces peuples-là, parce qu'ils ont des réponses qui sont des réponses, comme je disais tout à l'heure, frugales, des réponses vraiment intéressantes à des tas de problèmes. Du coup, je rentre directement dans le vif du sujet. Je vais m'appuyer sur ce très beau livre de Julia Watson qui s'appelle Low Tech, Design by Radical Indigenism. Du coup, elle dit le low tech, donc vous connaissez les low tech qui sont le contraire de high tech, mais elle, du coup, elle transforme l'expression exprès, elle dit low tech parce que tech en anglais, ça veut dire traditional ecological knowledge, donc en fait les savoirs écologiques traditionnels. Et donc, elle mêle la question du low tech avec la question des savoirs écologiques autochtones. Et elle dit le low tech, c'est un mouvement au sein du design qui cherche à renouer avec la compréhension des philosophies indigènes et des architectures vernaculaires, générant des infrastructures durables et climatiquement résilientes. Du coup, c'est non pas un retour en arrière, donc non pas forcément la question de rétro-innovation, mais plutôt une extension de ce qu'on entend par technologie, par exemple. Et donc, ça permet de reconsidérer aussi ce qu'on entend comme innovation, ou en tout cas de faire revenir le terme innovation au plus près d'un autre terme qui est très important, qui est celui d'adéquation technologique. C'est-à-dire comment est-ce que les techniques collectives avec lesquelles on vit sont adaptées au milieu dans lequel on vit, l'intelligence du milieu. Et pour le coup, les savoirs écologiques autochtones, c'est exactement ça. Du coup, je vais rentrer dans des exemples extrêmement concrets. Le premier, par exemple, c'est le pont Racine de Molinong, en Inde. Donc, dans plusieurs états de l'Est de l'Inde, mais principalement dans l'état du Meghalaya, il y a des dizaines de ponts suspendus qui sont des ponts vivants. Comment font les gens? Ils le font depuis le premier millénaire avant notre ère, ça fait plus de 2000 ans qu'ils font ça. Ils prennent 2 figuiers, qui sont des arbres qui ont des branches qui retombent assez souples comme des lianes, de chaque côté d'une rivière, et ils les lient entre eux, et en 30 ans, ils fabriquent un pont, qui est un pont extrêmement solide, sur lequel peuvent passer plus de 50 personnes à la fois, et surtout, ce pont est la seule infrastructure qu'ils aient jamais réussi à construire qui résiste à la mousson. Ils ont essayé de construire des ponts en bois, faits avec des rondins, des ponts en pierre, etc. Toujours la mousson, elle fait tomber les ponts parce que les États du Meghalaya, c'est les États qui sont vraiment au plus près du Népal et du coup de la chaîne himalayenne. Et les moussons là-bas, elles sont énormes, je crois que c'est genre 5 mètres d'eau qui tombent en 2 mois, un truc comme ça, enfin c'est des moussons dantesques. Et pour le coup, les arbres qu'ils arrivent à créer, eux, tiennent. Les ponts, pardon, qu'ils arrivent à créer, tiennent. Et donc, ils mêlent d'abord ces branches d'arbres de chaque côté de la rivière, et après, ils les renforcent avec de l'écorce de palmier, et du coup, les racines, elles viennent s'enrouler aussi à l'écorce, et vraiment, ça crée une structure qui est extrêmement résistante. Et ce que Julia Watson a fait, que je trouve très intéressant, c'est qu'elle est aussi rentrée dans une réflexion de dessin par rapport à ce qu'avaient fait ces populations autochtones. Donc, je ne sais pas si vous voyez tout à fait bien, mais en gros, elle montre le plan pour réaliser ce pont. Donc au début, on a des grosses branches qui sont soutenues avec des cailloux qui font des poids de chaque côté. Et puis au fur et à mesure, on vient mettre de l'écorce, on vient rajouter des cailloux, et les racines entre elles s'entremêlent jusqu'à former un pont qui est la structure la plus stable qu'ils aient jamais réussi à faire. Et je veux dire, aujourd'hui, même quand l'État indien vient pour essayer de construire des ponts qui tiennent, en béton, machin, etc., avec des ingénieurs, ça tient jamais, quoi. Le seul truc qui tient, c'est vraiment le pont Racine.
Ça, c'était un premier exemple, qui était un exemple aussi un peu beau, un peu artistique, quoi. C'était pour rentrer un peu dans cet imaginaire. Maintenant, une réponse qui, elle, est nettement plus collective et nettement plus sociale, c'est par exemple les villages forestiers du peuple Kayapo au Brésil, mais qui ne sont pas du tout les seuls, les Kayapo, mais là, c'est l'exemple que Gia Watson, elle prend. Du coup, le peuple Kayapo, il vit dans la forêt amazonienne, dans l'état de Pará, donc vraiment au nord-ouest du Brésil. Et eux, leur mode de vie, c'est qu'ils prennent une portion de forêt, donc c'est dans la forêt amazonienne, et ils brûlent des espaces circulaires dans la forêt, et donc c'est des brûlis contrôlés, c'est vraiment des brûlis qui jamais ne dégénèrent, quoi, qui sont assez minimes. Et avec ça, ensuite, c'est à l'intérieur de cet endroit-là qu'ils posent un village, et un village dans lequel ils restent pour 15 ans. Et tous les 15 ans, ils déménagent leur village. Ils vivent jamais à plus de 800 ou 1000. Et ce qui est assez extraordinaire avec leur procédé, c'est que, en fait, en faisant cette culture sur brûlis au sein de la forêt amazonienne, et en y replantant des plantes, le brûlis, en fait, ça permet de ramener un nombre d'azote assez incalculable dans le sol, et donc en fait de favoriser la croissance des plantes. Et en même temps, ça réoxygène la terre et ça permet de mieux capter l'eau. Donc en fait, eux, ils se créent un jardin potentiel au sein de la forêt amazonienne. Mais au bout de 15 ans, quand ils estiment qu'ils ont assez tiré parti de cet endroit, et bien à ce moment-là, ils rebrûlent, et le brûlis qu'ils refont, en sachant qu'ils y ont vécu pendant 15 ans, j'explique après comment ils vivent, mais le brûlis qu'ils refont permet que quand ils repartent, la forêt est encore plus riche en biodiversité que quand ils sont arrivés. Donc ce sont vraiment des cultivateurs de forêt. Et on sait aujourd'hui que la forêt amazonienne a des parties qui font plus de 1000 km² qui sont des grands jardins. C'est-à-dire qu'en fait, elles ont été en coévolution, façonnées et par la nature et par la culture. Donc pour eux, du coup, vous comprenez bien que pour eux, les questions de nature et de culture n'ont pas d'intérêt, ils ne se la posent même pas comme ça. Ils vivent en symbiose avec des milieux et ils essayent de s'adapter de la meilleure manière possible. Et du coup, vous voyez qu'on a les maisons au centre, ensuite on a une première rangée concentrique de jardins avec vraiment les légumes, ensuite on a une deuxième rangée concentrique avec toutes les plantes médicinales, et ensuite on a les arbres fruitiers, et puis la forêt qui repart, et ils ont même certains jardins qui sont un peu disséminés dans la jungle, à quelques kilomètres autour du village, à la fois en cas de sécheresse ou de problème, mais aussi en cas d'attaque notamment, historiquement. Et ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est que eux, dans leur village, par ailleurs, ils font pousser plus de 200 espèces végétales domestiques et plus de 600 espèces de plantes médicinales. Donc par ailleurs, ce sont aussi des extrêmement fins connaisseurs de botanique. Ce sont des grands botanistes. Et on a appris en allant à leur contact une somme de trucs incalculables sur des médicaments juste faits avec les plantes. Et eux, ils se partagent ce savoir-là depuis des millénaires. Je continue avec d'autres exemples. Je tenais à vous donner des exemples concrets parce que je pense que c'est aussi une des très bonnes manières de parler de cette question de la pensée sauvage. Du coup, pour finir mes exemples, je prendrai trois exemples qui sont tous en lien avec l'aquaculture, parce que l'aquaculture, ça me paraît être un sujet assez intéressant pour plein d'aspects, mais notamment parce que de l'eau, en fait, il y en a partout, parce que l'irrigation, historiquement, c'est quelque chose qu'on sait quand même très bien faire. Et puis que la montée des eaux à venir va sûrement nous inviter à essayer de trouver des solutions un peu intelligentes avec l'eau, parce qu'on va en avoir de plus en plus juste à nos pieds. Du coup, là, alors, je prends un exemple qui est très haut en altitude. Ce sont les Waru Waru Inca, qui du coup sont les terres agricoles au bord du lac Titicaca. Et donc les Waru Waru, ils vivent à plus de 3000 mètres d'altitude. Et ces jardins-là existent depuis 1800 avant notre ère, donc ça fait quasiment 4000 ans qu'ils existent, les Incas les utilisaient déjà. Et du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réussi à détourner l'ensemble des eaux de tout un bassin versant, qui est juste en aval du Titicaca. Et donc c'est plus de 3000 hectares de terre, qui sont toutes, comme vous le voyez sur l'image de droite, à la fois des canaux d'irrigation et des micro-champs sur lesquels on peut faire pousser plein de légumes, du riz, des haricots, etc. Et c'est ce qu'ils font depuis des millénaires. Et dans les canaux, bien sûr, ils font de la pisciculture, donc ils ont en même temps de la chair, des poissons, qui leur permettent de se nourrir. Ce qui était aussi vraiment intéressant avec cet exemple des Waru Waru, c'est que par ce système de récupération des eaux de pluie, de captation des rivières, mais aussi de remontée d'eau souterraine, etc., qui façonnent depuis plus de 2000 ans, il favorise aussi une extraordinaire biodiversité, c'est-à-dire que dans ce bassin versant du lac Titicaca, où il y a cette pratique d'aquaculture,
le nombre d'espèces végétales et animales qui sont présentes est beaucoup plus important que dans tous les autres territoires adjacents et environnants. Donc eux aussi, ils ont ce rapport qui est du coup beaucoup plus agricole que celui qu'on vient de voir sur les Indiens d'Amazonie. Un rapport plus agricole, mais encore une fois, qui est encore en vraie symbiose avec le milieu. Et notamment, ils récupèrent aussi des tas de boues vertes dans les canaux pour faire le compost et les engrais végétaux pour faire pousser les légumes. Après, donc voilà, c'est juste le dessin, mais on voit les poissons, le riz, et puis par capillotraction, en fait, les rochers qui sont sur les bords des petits champs, ils font remonter l'eau par en dessous, donc c'est un système d'arrosage naturel. Donc ça, c'est un exemple d'altitude, et puis en fait, on a aussi des exemples, notamment lacustres, par exemple, ce que fait le peuple Tofilou au Bénin, qu'on appelle les Akaja. Donc eux, ils vivent sur un lac, le lac Nokwe au Bénin, où ils développent une pratique d'aquaculture innovante depuis le XVIIIe siècle, quelque chose comme ça, donc c'est moins ancien. Mais eux, ce qu'ils font et qui est très intéressant, c'est que, donc alors déjà, ils vivent donc dans cette ville dont on ne voit qu'une partie, mais c'est une ville de 30 000 habitants. Ils sont totalement autonomes en légumes et en poissons, juste avec les installations sur ce lac. Et donc ils ont plus de 12 000 enclos à poissons sur le lac, mais qui sont des enclos à poissons totalement naturels. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils vivent dans une région lacustre de mangrove. Ils ont recréé les conditions de la mangrove, donc de façon artificielle humaine, mais vraiment biomimétique, très proche de la manière dont ça se fait réellement. Et donc ce sont des enclos à poissons faits avec des arbres plantés dans le fond du lac et des végétaux qui les remontent, etc., à l'intérieur desquels ils ont plein de poissons. En même temps, ça amène plein de plantes et il y a énormément d'oiseaux. Donc c'est aussi un vrai sanctuaire à oiseaux sur les routes migratoires. Voilà, et donc ce qui est intéressant aussi, c'est que tout en faisant de l'agriculture et de l'aquaculture, bah, ils arrivent aussi à nourrir les oiseaux et à favoriser la biodiversité, notamment l'érosion de la mangrove, qui est une des vraies problématiques, peut-être majeures qu'on est en train de vivre, c'est que les mangroves reculent de 20% par an, un truc comme ça, c'est énorme. Et la mangrove est vraiment un écosystème qui est extrêmement important parce que c'est les eaux saumâtres qui du coup sont mi-salées, mi-douces. Et c'est vraiment un espace d'échange et de rencontre entre des écosystèmes qui est vraiment important pour vraiment la régulation globale de la planète. J'accélère un petit peu. Dernier exemple que j'avais envie de vous partager et qui est peut-être le plus intéressant pour nous aujourd'hui, parce que c'est un exemple urbain. Ce sont les BERIS, donc, qui est un système de traitement des eaux usées à Calcutta, qui en même temps permet de faire de l'aquaculture. Donc à Calcutta, qui est une ville de 12 millions d'habitants, la moitié des eaux usées de la ville, donc les eaux usées de 6 millions d'habitants, c'est-à-dire 680 millions de litres d'eau usée par jour, c'est énorme, 680 millions de litres d'eau usée par jour, sont traités sur 3000 hectares de bassins, et qui sont des bassins phytosanitaires, donc faits avec des végétaux et des poissons, qui permettent vraiment de nettoyer les eaux usées. Et quand elles sont rejetées dans le Gange, elles sont vraiment très propres. Et en même temps, en faisant ça, les personnes du coup, qui s'occupent de ces berries ont créé 300 fermes piscicoles. Il y a plus de, je crois que c'est sur 3300 fermes sur 3000 hectares et 60 000 personnes qui y travaillent, donc c'est vraiment très très grand. Et ça leur permet de produire 13 000 tonnes de poissons à l'année, donc c'est quasiment 20% de la consommation de poissons de la ville de Calcutta, c'est énorme. Hein, c'est 16 000 tonnes de riz et 150 tonnes de légumes par jour, donc en fait, c'est en faisant le traitement des eaux usées de la moitié de la ville de Calcutta pour 6 millions de personnes, en même temps, ils assurent la subsistance alimentaire de 20% de la ville. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant à un point assez inimaginable. Et pour revenir à des réflexions un peu plus capitalistes, il faut bien un peu de temps en temps, ça fait économiser 20 millions de dollars par an à la ville de Calcutta, parce que du coup la ville de Calcutta dépense 20 millions de dollars par an pour ses eaux usées pour 6 millions de personnes, et pas pour les 12. Donc s'il n'y avait pas ces berries, la ville de Calcutta devrait dépenser 20 millions de dollars en plus pour des solutions qui sont exactement comme les nôtres, c'est-à-dire construire des cuves d'épuration en béton avec des machines qui tournent à l'électricité, etc., etc., etc. Sauf que eux, du coup, font exactement le même travail, mais tout en approvisionnant la ville en nourriture. Et ce qui est assez intéressant, donc, outre le fait que ça fonctionne comme les autres, c'est-à-dire que c'est vraiment aussi des réservoirs à biodiversité, c'est extrêmement intelligent comme manière d'allier à la fois le retraitement et la production. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que par ailleurs, les 60 000 pêcheurs et agriculteurs de ces berries
fonctionnent en coopérative et du coup partagent de façon équitable l'ensemble des profits que ça amène. Donc en fait, le truc c'est que ça fait aussi bien vivre 60 000 paysans, enfin agriculteurs et aquaculteurs, qui vivent du coup en marge de la ville de Calcutta, mais dans des conditions tout à fait bonnes, parce qu'ils ont un écosystème qui est extrêmement bien préservé, une vraie utilité sociale et des revenus qui sont totalement bons par rapport au niveau du pays. Voilà, c'était quelques exemples de design indigène. Je tenais à montrer des trucs un peu concrets pour que mon propos soit pas juste théorique. Enfin, je pense que c'est important de se confronter à ces formes d'intelligence concrète, d'intelligence pratique. Et du coup, ce que je voudrais dire par rapport à ça, pour élargir un petit peu, ça va être le dernier temps de mon intervention, c'est du coup cette idée de multiplier les possibles. C'est-à-dire que là, ce qu'on vient de voir, c'est que, en fait, nous, jamais on ne se pose la question à des problèmes sous cette forme-là. Ça, c'est quand même intéressant, c'est-à-dire qu'il y a des tas de peuples partout sur la planète qui ont des modes de raisonnement face à des problèmes qui sont différents des nôtres. Et pourtant, on voit que les réponses qu'ils apportent sont toujours des réponses qui, à la fois, sont bénéfiques pour les êtres humains et bénéfiques pour le monde naturel. Donc en fait, du coup, ce sont aussi des réponses qui vont au-delà de cette distinction nature-culture. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de dire il y a la nature, il y a la culture. Non, en fait, on a créé des relations symbiotiques, des relations qui sont des relations équilibrées à l'intérieur de milieux. Et ça, en fait, ce qui m'intéresse aussi là-dedans, au-delà de la seule intelligence pratique, de la réponse pratique à des problèmes, c'est qu'en fait, derrière, politiquement et socialement, ça a quand même des implications assez fortes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, collectivement, on arrive à se mettre dans une dynamique qui permet à la fois d'enrichir les milieux de vie pour des humains et des non-humains, ben on n'est plus tout à fait dans les mêmes réponses politiques. C'est-à-dire, est-ce que, du coup, ces savoirs écologiques autochtones, par ailleurs, ils ne transforment pas aussi notre rapport à la politique? Et du coup, de ce point de vue-là, je voudrais juste prendre un exemple un peu précis, enfin plus de chez nous. On a vu fleurir au cours de ces dernières décennies en France et en Europe beaucoup de ZAD, beaucoup de luttes contre ce qu'on appelle des grands projets inutiles. Et en fait, il faut savoir que les luttes autochtones partout sur la planète, c'est exactement sur ce modèle-là qu'elles fonctionnent. Et du coup, depuis même des siècles, c'est-à-dire qu'en fait, elles se sont toujours opposées à la destruction de leur milieu de vie. De façon extrêmement concrète, c'est souvent les grands barrages au Brésil, des nouvelles mines de terres rares, de lithium, de tout ce que vous voulez, d'or en Guyane, voilà, il y en a partout en Chine, etc. Et la manière dont ces peuples-là répondent aux attaques directes du monde occidental et de l'extractivisme de façon plus large, c'est toujours en mêlant vraiment du coup ces savoirs écologiques autochtones avec des luttes autochtones pour la reconnaissance de leurs droits. Et donc en fait, je trouve qu'il y a vraiment un parallèle en termes d'imaginaire, on pourrait dire de cosmovision, entre ce qui est en train de se créer avec des communautés qui réhabitent des territoires en lutte et ce que vivent les peuples autochtones depuis maintenant des siècles. En sachant que les populations autochtones, parce qu'elles ont ce qu'on appelle des ontologies relationnelles, c'est-à-dire qu'elles ont des manières de se représenter le monde où toujours ce sont les relations qui comptent en premier, c'est d'abord les relations, et la notion d'individu par exemple n'existe pas vraiment, rarement, elle est apportée un peu de l'extérieur, mais elle est vraiment prise en compte de manière secondaire, c'est-à-dire que toujours on se pose la question de façon communautaire et de façon relationnelle, souvent au-delà de l'humain. Du coup, c'est les enjeux de ce que les autochtones appellent eux-mêmes le pluriversalisme, qui du coup s'oppose à l'universalisme. Nous, on est dans un grand projet, on est pris, embarqué malgré nous, dans un grand projet universaliste qui dure depuis plusieurs siècles. Mais en fait, il y a des tas de peuples, ces peuples-là autochtones, partout sur la planète, qui disent oui, mais en fait, est-ce qu'on ne peut pas faire un monde de plusieurs mondes? Est-ce qu'on ne peut pas apporter chacune et chacun dans nos communautés, sur nos territoires, les réponses qui nous paraissent être les plus adaptées aux problèmes qu'on rencontre? Est-ce qu'on a vraiment besoin de tous fonctionner de la même manière, même si ça implique de détruire, même si ça implique d'uniformiser? Ou est-ce qu'on peut accepter le fait qu'on pourrait toutes et tous fonctionner différemment? En fait, est-ce que c'est pas ce qu'on appelle la diversité? Est-ce que la diversité, c'est pas exactement ça? Enfin, je veux dire, vous voyez bien que les populations, je sais pas, mettons par exemple les oies migratrices, elles se coordonnent pas avant la migration pour savoir qui va passer où est-ce qu'on va dormir, est-ce que c'est là qu'on va manger, quand est-ce qu'on... Voilà, en fait, elles s'autodéterminent et elles arrivent à créer des équilibres. Donc pourquoi est-ce que nous on ne peut pas fonctionner comme ça? Et en fait du coup l'enjeu c'est qu'il y a déjà une partie importante de l'humanité qui fonctionne comme ça. Les peuples autochtones, on estime qu'ils sont à peu près 5% aujourd'hui sur la planète, ce qui est très peu par rapport à il n'y a pas si longtemps. Mais si on élargit et qu'on parle des communautés paysannes de tous les continents qui fonctionnent quand même encore un peu loin de notre monde occidental et urbanisé on va dire, en fait c'est quasiment 20% des êtres humains qui fonctionnent aujourd'hui comme ça sur Terre.
et comment est-ce qu'on les écoute, comment est-ce qu'on les regarde, quelle valeur on leur donne. Moi, c'était aussi un petit peu ça que j'avais envie d'aborder avec vous aujourd'hui. Et puis pour finir, je voulais quand même reparler un peu de design et d'architecture. Je pense que c'est important, notamment parce qu'au sein de l'architecture et du design, il y a des mouvements, des penseurs et des penseuses qui se sont intéressés à la question des savoirs écologiques autochtones. Historiquement, et pour le dire un peu vite, il y a eu des prémices dans les années 90 autour des idées de design biologique et de design permaculturel. Le design biologique, en fait, c'est les principes de Hanovre de 1994, peut-être que vous connaissez. Mais c'est la première fois où vraiment on essaye de formaliser des principes du design qui soient vraiment écologiques. Et donc, notamment, je vous le dis vite fait, mais c'est juste pour information, mais ça permet de situer le fait qu'en fait, il y a déjà des ponts à l'intérieur de nos systèmes à nous, de nos sociétés. C'est l'idée que le design doit suivre et non pas s'opposer au principe du vivant, et qui doit donc s'appuyer sur l'équité biologique et sur le biorégionalisme. C'est le principe de Hanovre 1994. Les projets doivent donc tous être basés sur des énergies renouvelables, le tout conduisant à l'élaboration d'une application technique de l'écologie scientifique. Donc eux, ils demandent vraiment aux designers d'apprendre vraiment les principes de l'écologie scientifique, de bien comprendre le mode de fonctionnement des milieux, et seulement à partir de là, de faire du design en respectant le vivant. Donc c'était un espèce de premier prérequis, de première frontière. Et puis il y a le design permaculturel que j'ai évoqué rapidement tout à l'heure. Donc c'est les 12 principes d'Holmgren. Donc c'est vraiment la manière dont on organise un jardin en permaculture, mais c'est quand même très intéressant parce que la manière dont on dessine ce jardin en permaculture, il vise vraiment à favoriser l'autorégulation. Ça veut dire que quand on fait un jardin en permaculture, on cherche à créer un écosystème autonome, un écosystème qui puisse au maximum s'auto-organiser, et donc on cherche toujours à faire interagir les plantes entre elles plutôt qu'à les séparer. Et voilà, donc ça c'est quand même intéressant dans le sens où après 25 années d'expérimentation et de jardinage, on a un Australien qui est designer environnemental et qui pose cette question du design permaculturel comme une manière de répondre à l'alimentation, donc subvenir à des besoins locaux, tout en ayant une éthique écologique derrière qui est elle aussi vachement intéressante. Donc je vous invite vraiment à lire aussi tous les écrits d'Holmgren sur le design permaculturel, parce que je pense que ça vous donnera des inspirations et des idées. Et puis, pour politiser encore un peu plus la question, il y a Arturo Escobar, dont je vous ai mis la couverture du livre à droite, qui lui, plus récemment, donc au début des années 2000, et là, il vient de sortir en 2018 ce livre Designs for the Pluribus, il s'est vraiment intéressé à ce que lui, il appelle le design autonome. Et donc le design autonome, en fait, c'est même plus un design, on va dire, autonomiste, dans le sens où il vise à outiller des communautés habitantes. Lui, il travaille en Colombie, donc c'est surtout en Amérique du Sud, mais en fait, ça s'étend à des communautés habitantes, surtout des communautés paysannes partout sur la planète. Donc c'est peut-être un peu plus difficile à appliquer chez nous en milieu urbain, mais en tout cas, il le fait lui en Colombie très très bien, et c'est repris un peu ailleurs. Et donc cette idée du design autonome, c'est-à-dire qu'en fait, peut-être qu'aujourd'hui, le rôle du designer, c'est de faire tout en sorte, designer et architecte plus généralement, je pense que moi je mélange volontairement les deux parce que je pense que c'est complémentaire. L'idée, c'est vraiment de venir au soutien de communautés habitantes pour leur faire accéder au maximum à l'autonomie selon leurs désirs. Donc en fait, c'est accompagner ce qu'il appelait le pluriversalisme, accompagner les autonomies écologiques locales. Donc vraiment former des communes. Lui, c'est ce qu'il appelle l'autonomie communale. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça prend vraiment en charge les questions à la fois d'écologie et les questions à la fois décoloniales. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une manière d'accompagner des communautés paysannes qui vivent déjà comme ça depuis des siècles ou des millénaires à formaliser de façon un peu plus claire le fait qu'elles sont des communes autonomes écologiques. Et du coup, ça, on peut tout à fait l'appliquer à nos communautés, à nous, et c'est une manière de réencapaciter les gens qui est quand même vachement intéressante, parce que du coup, c'est les gens qui deviennent eux-mêmes producteurs et de design, c'est-à-dire design d'architecture, et de manière d'habiter, et de politique, enfin de deux façons de manière d'habiter, ça veut dire de comment est-ce qu'on habite, et des relations qu'on y tisse les unes et les uns avec les autres. Donc très rapidement, derrière ça, il y a cette question de que peut faire le design ou que peut faire l'architecture pour transformer les modes de vie, qui je pense est quand même une question extrêmement actuelle, parce que moi je suis pas architecte, je suis pas designer, je suis ethnologue de formation. Donc en fait, il y a des choses que je comprends très bien de comment vous fonctionnez, parce que moi je fais de l'observation participante, et du coup je me promène dans des endroits pour comprendre comment ils fonctionnent, et donc vous apportez les réponses ensuite, mais il y a des liens qui se font là.
Mais par contre, je n'ai pas les capacités techniques et pratiques pour façonner nos environnements. Moi, je ne sais pas faire ça. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a quand même un enjeu vraiment à la fois éthique et politique, à se dire qu'aujourd'hui, peut-être que le rôle des architectes d'intérieur et des designers, ce serait vraiment d'aller vers ça, d'aller vers l'accompagnement à l'autonomie écologique locale. Et qui du coup serait vraiment orienté vers le réemploi, l'arrêt de l'extractivisme, on arrête la bétonisation, on fait avec tout ce qu'on a. En fait, la question étant, pour reformuler un peu le problème, avec tout ce qu'on a, en termes de matière déjà là et d'idées dans la tête ensemble, avec tout ce qu'on a, qu'est-ce qu'on peut faire pour inventer un monde qui soit plus vivable et qui ne dépende plus de tas de flux sur lesquels on n'a jamais la main. Donc, comment est-ce que le design et l'architecture peuvent nous aider à nous auto-organiser? Donc, bien sûr, il y a des tas de choses qui ont été écrites là-dessus, j'invente rien du tout, mais je pense que c'est une question qui peut aussi traverser toute votre scolarité et qui traverse d'ailleurs, je pense, en partie pas mal les enseignements de Cavando aussi. Voilà, conclusion, je voulais quand même parler un petit peu de réensauvagement. Bon, Virginie Maris, elle l'a dit vite fait tout à l'heure, on va pas du tout parler d'ensauvagement dans le sens politicien dans lequel on en parle actuellement, c'est pas très intéressant, ça rejoue des dualismes qui sont là depuis des siècles. Mais par contre, la question du réensauvagement dans un sens écologique, c'est-à-dire le fait que dès qu'on laisse de la place aux choses qu'on ne maîtrise pas, tout de suite elles reviennent très vite et beaucoup plus vite que ce qu'on pense. C'est vraiment l'exemple frappant qu'il peut y avoir avec les parcs naturels régionaux quand ils sont bien faits. C'est que si on laisse la place à la libre évolution, très très rapidement, en 5, 10, 15 ans, les populations d'oiseaux, de plantes, de mammifères, etc., elles se multiplient à un rythme qui était inenvisageable. Toujours ça dépasse ce qu'on peut penser. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'intéressant dans cette démarche à faire aussi intellectuellement. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne peut pas transposer cette démarche à nos manières de penser et en fait, sortir un peu du projet. Réensauvager nos savoirs et nos savoir-faire, en fait, c'est peut-être ça. C'est peut-être se dire qu'il faudrait qu'on arrête d'avoir un projet unique et commun qui serait, par exemple, le progrès, pour dire vite. Et se dire qu'en fait, peut-être que si on se mettait à laisser plus de place ensemble à des choses qu'on ne maîtrise pas, peut-être que la transformation, elle irait plus vite. Peut-être qu'il y a des choses qui arriveraient et qui nous dépasseraient. Peut-être que finalement, aussi, à vouloir penser de manière trop scientifique, on en vient à créer des choses arides, des choses prévisibles, et puis des choses pas très naturelles, entre guillemets, même si a priori il ne faut plus trop utiliser ce mot, mais en tout cas des choses qui ne sont pas des choses vivantes, c'est des choses qui participent plus à la destruction du vivant qu'à son amélioration. Et donc, il y a deux choses que je voulais rapidement aborder. La première, c'est le fait que on est toujours en train de détourner les usages des choses qu'on veut faire pour nous. C'est Michel de Certeau qui dit ça dans l'invention du quotidien, et j'aime bien. Il dit les usages, c'est vraiment un art du braconnage. Ça veut dire qu'on prend des choses qui ont été faites pour quelque chose. Des fois, on les utilise pour ce pourquoi elles ont été faites. Puis il y a plein d'autres fois, on les utilise vraiment d'une autre manière. Et c'est là où c'est intéressant, en fait. C'est là où il y a vraiment de l'inventivité. C'est là où il y a de l'innovation. En fait, l'innovation, elle est peut-être beaucoup plus dans les usages qu'on fait des choses que dans la manière dont on veut les modeler a priori. Ce qui m'amène à l'idée de dire que potentiellement, on peut toutes et tous être autochtones. Ça dépend vraiment de notre mode de vie, en fait, de la manière dont on répond à notre inscription sur un territoire et dans un milieu vivant qui dépasse la simple communauté humaine. Et puis derrière ça, peut-être du coup élargir encore et se demander ce que pourrait être une architecture de la libre évolution. Qu'est-ce que ça voudrait dire une architecture qui laisse vraiment toute sa place au vivant pour évoluer? Alors toute sa place forcément avec des limites parce que ça reste de l'architecture, ça reste de l'infrastructure humaine, ça reste des communautés habitantes, mais entremêler vraiment ces questions écologiques et ces questions sociales et se dire, c'est difficile de l'imaginer ici par exemple dans le centre-ville de Toulon parce que c'est très urbanisé, mais partons un peu plus loin où il y a plus d'espace et se dire comment est-ce qu'on prend cette montagne, par exemple, et comment est-ce qu'on fait en sorte qu'en y vivant à 150 ou 200, dans 15 ans, elle soit plus biodiverse qu'elle n'est aujourd'hui? Tout en y ayant habité, tout en y ayant vécu, tout en y ayant mangé, mais sans absolument l'avoir détruite, au contraire, en faisant en sorte qu'elle soit en meilleure santé quand on repart que quand on est venu. Et voilà, je termine sur ça parce que je pense que c'est une des questions qui pour moi est vraiment importante et qu'on ne se pose pas beaucoup. Et qui est quand même abordé un petit peu en partie dans les territoires du vivant dont je vous ai mis la couverture, qui du coup est un livre de Mathias Rollo que vous verrez après à 14h, et qui lui réfléchit vraiment à la question du biorégionalisme, c'est pour ça que j'ouvre sur ça pour faire déjà une transition pour la conférence d'après, mais qui est vraiment une réponse elle aussi hyper intéressante pour réancrer les communautés humaines à l'intérieur des milieux de vie.
Voilà, merci beaucoup.